Un jour je suis né, depuis j'improvise. Voilà ma vie résumée en une phrase. Salut à toutes et à tous, je suis Pascal Laurent, comédien, dramaturge et improvisateur au sein de la LIFI, la Ligue française d'improvisation, depuis sa création en 1987. J'ai eu la chance et l'immense honneur de côtoyer les plus grands improvisateurs des deux côtés de l'Atlantique et, pour la plupart, de partager la patinoire avec eux. Avec mes invités, nous allons parler, jaser, de l'improvisation théâtrale d'un point de vue historique, technique, artistique, mais surtout humain. Et par extension, de ce qu'elle a apporté aux artistes qui l'ont pratiquée et dans quelle mesure elle a pu transformer leur vie. Aujourd'hui, dans Les Aventuriers de l'Imaginaire, je vous propose un épisode un peu particulier. Particulier car cet épisode est dédié à un ami dont je viens d'apprendre avec une immense tristesse la disparition il y a 2 jours. Je l'avais interviewé l'année passée et nous avions longuement discuté, avant et après l'enregistrement, et dans lequel il se livre avec une grande humilité et une grande sincérité sur son expérience au sein de la Ligue d'improvisation française, entre autres. Cet enregistrement, j'ai décidé de vous l'offrir brut de pomme, un peu à l'image du personnage, sans coupure, avec ses silences, ses hésitations, ses oublis, ses révoltes, ses chansons, ses poèmes et ses rires. Il a joué les pirates 2 fois. Une fois pour Roman Polanski, mais aussi pour Gore Verbinski aux côtés de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, ou encore au théâtre à Londres avec Cate Blanchett. De sa voix ample, chaleureuse et un peu rocailleuse, il nous fait revivre avec sa passion Mai 68, le Festival d'Avignon et Jean Vilar, et tous les grands acteurs et metteurs en scène qu'il a eu la chance de côtoyer dans sa carrière, comme Marcel Maréchal, Maurice Bénichou, un enfant de Lyon comme lui, ou encore Jacques Lecoq et bien d'autres. Il nous parle aussi de son grand amour pour Rimbaud qui, dit-il, l'aura habité toute sa vie. Un homme qui se définit lui-même comme étant arrivé au sommet de sa conduite d'échecs, un grand acteur et improvisateur, Georges Triat. Salut Georges. Bonjour monsieur, bonjour monsieur Ça va bien Pascal, mais oui, oui, c'est le printemps bientôt. Avril à Paris, c'est vrai qu'il y a une chanson formidable, April in Paris, et c'est vrai qu'Avril à Paris c'est quelque chose. C'est beau, c'est vrai. Moi qui viens du Canada par exemple, c'est pas le même climat. Il y a du soleil. Cela dit, en ce moment, on a un hiver pourri cette année. Ah oui, t'as dit ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a pas de neige. Voilà, c'est un peu bizarre. En tout cas, de la vie des Canadiens et mais quoi que je croise, ils me disent que c'est pas un bel hiver. Mais enfin bon, voilà. Écoute, on n'est pas là pour parler du climat, mais en tout cas, c'est vrai que non, mais le climat du Canada, parce que moi, je suis allé en 95 jouer une saison en enfer là-bas chez Gravel et Le Duc, dans leur théâtre. Et c'était mars, à cheval sur mars-avril. il devait y avoir de la neige alors. Ouais, il y avait de la neige, il faisait très froid. Et il y a un copain acteur qui m'avait amené l'érable, tu sais, le sirop d'érable qui coule de l'arbre, et il est liquide et on le met sur la neige pour le faire durcir et on le mange. Là, oui, on fait, bien sûr, on l'a fait ça. Moi, j'ai fait ça à Québec, mais oui, je vois très bien. Ouais, c'était bien. Et puis bon, alors puisque le sujet c'est l'improvisation, le Québec c'est vraiment le berceau de Monsieur Gravel et Monsieur Leduc. Entre autres, oui. Les inventeurs. Voilà. Et écoute, tu m'as fait une belle introduction. Avant que je te pose la question habituelle, je veux bien que tu continues sur ce que tu me disais. Une saison d'enfer, c'était quoi exactement? Une saison d'enfer, c'est le poème de Rimbaud, le poème en prose d'Arthur Rimbaud, qui dure 1h20. Et voilà. Et comment tu t'es retrouvé à le jouer là-bas? Eh ben parce que je le jouais par ici. J'avais été pris en charge à un moment donné. Mince, je me souviens plus de son nom, dis donc. Alors tu sais, non, mais alors vraiment, si tu me fais appel à ma mémoire, elle est pleine de trous, c'est abominable. Hein.
Et je me souviens quand, oh, j'ai honte. Bon, enfin bref, il y avait une femme qui avait produit un peu la saison en enfer à un moment donné, très peu de temps, mais suffisamment de temps pour me brancher avec le Duc, avec Yvon le Duc, et me prévoir une représentation là-bas à Montréal. Et puis ça s'est fait finalement. Ça s'est fait, c'est comme ça quoi. Mais c'était comment elle s'appelle? Oh là là, oh la honte. Oh non, c'est pas possible. Mais il faut C'est une improvisatrice? oui, c'était oh, comment elle Il y en s'appelle? a beaucoup des improvisatrices, pas Sylvie Ouais, Legault. ouais, non, mais attends, la première elle faisait partie de l'équipe de France, de la toute première improvisation. Ah, c'est une comédienne française dont tu parles. Oui, Ah, oui. je sais pas, Lydia Gaès, Non. Viviane Marcenaro, Non, avant. Catherine Boff. Non, avant. Voilà, là, je les connais pas tous. Hein. Mais non, mais si, tu la connais. Oh là là, j'espère que tu vas me pardonner. J'ai tellement de choses à me faire pardonner par cette femme. Surtout ce contrat avec le Québec. Mais elle était... Isabelle Roche? Non. Ah non. Elle a fait le tout premier match. D'accord. Le tout premier match en France, qui avait été, un jour, je travaillais à l'époque avec Jacques Livchine. Théâtre de l'Unité. Théâtre de l'Unité, Jacques Livchine et Hervé Delafont. Alors Livchine, il avait vu une annonce dans une revue de théâtre des Québécois qui disaient on fait des matchs d'improvisation. Est-ce qu'il y a des gens à Paris, en France, qui veulent bien faire un match avec nous? Et Jacques, il avait répondu. Et il avait répondu oui. Et moi, comme on avait travaillé ensemble avec Livchine, et comme j'avais fait l'école Lecoq qui est basée sur l'improvisation, et puis qui m'aimait bien comme improvisateur, il m'avait dit, viens, est-ce que tu veux venir faire ce match? On était allé faire ce match là-bas à Aubervilliers. Je suis du tout premier match français, la France, à Aubervilliers, avec Jacques Livchine, et il y avait Gravel qui était là. Et à la fin du match, Gravel, il m'avait dit, oh, là-bas, au Québec, t'aurais eu une étoile, hein, t'aurais eu J'étais très fier. Mais vraiment, c'était trop dur, c'était tellement difficile, tu sais. T'avais quel âge à ce moment-là, tu te rappelles? Ah, là, je devais déjà être encore toujours très jeune et vieux. Ça, c'était 82, 80, 82, c'est ça. 80, ouais. Ouais, 80. Voilà, en 81, mais j'avais 37 ans, mon vieux. 37 ans. Ah. Donc 37 ans, t'étais déjà un comédien accompli, t'avais déjà fait énormément de choses. Oui, bien sûr, énormément. C'est-à-dire que j'ai vraiment... j'étais encore dans l'ascension de ma conduite d'échec à cette époque-là. Oh, oui. Tu faisais quoi à cette époque? Tu te rappelles ce que tu faisais? Tu jouais? Oui, je me rappelle, oui. Ah, mais il faut raconter tout ça? Ah, mais on va parler de plein de choses, dingue, toi. Georges. Non, mais alors, attends voir. Moi, j'ai commencé à l'école Lecoq. Quand je suis arrivé à Paris en fin 64, novembre-décembre 64, à 20 ans, je connaissais un gars à Paris qui s'appelait Frédéric Vitou, qui était un fan de Céline, qui m'a fait découvrir Céline et beaucoup de choses de la littérature française. Et il habitait dans l'île Saint-Louis et il connaissait un gars qui s'appelle Dominique Oudard, qui avait une compagnie, la compagnie de l'île Saint-Louis, un truc comme ça. Et il organisait le festival de l'île Saint-Louis l'été, patronné par Madame Pompidou. Et on avait joué. Donc j'avais été engagé comme jeune acteur. Et là, j'étais venu de Lyon. Je suis né à Lyon, moi, tu sais. Donc voilà, t'es un Lyonnais, toi. Ah ouais, je suis Lyonnais d'origine. Oh là 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 là, Luc Dunoum. Ces murs noirs, ça déprime, son brouillard, ça plie. Non, parlons pas. Et alors. Donc tu débarques tout jeune comédien de Lyon, t'arrives à Paris. Ouais. Oui, en fait, j'avais passé j'avais dit un poème là-bas au conservatoire de Lyon et la prof m'avait dit voilà, il faudrait que vous alliez chez Raymond Girard, qui était une école rue Vavin là-bas, une école de préparation pour le conservatoire. Et
Dominique Oudard, lui, il avait une toute autre vision du théâtre à ce moment-là. Il m'a dit non, le conservatoire, c'est vrai qu'à l'époque, le conservatoire n'avait pas très bonne réputation. Et la comédie française, à l'époque, n'avait pas très bonne réputation. C'était ringard, tu vois. On se moquait beaucoup. Et en fait, c'était une grave erreur parce qu'il y avait des acteurs extraordinaires là-bas, à la comédie française. Mais, alors, il y avait cette école Lecoq, Jacques Lecoq, qui était basée sur le mouvement, beaucoup sur le corps, le mouvement et l'improvisation et le travail du masque. Le masque neutre et la commedia dell'arte. Voilà. C'était ça. Il y avait 2 ans d'école. C'était une école privée, mais ma maman me l'a offert. Et non, je suis vraiment un enfant très gâté, tu sais. Très malheureux aussi, évidemment, mais très gâté. Et alors, et voilà. Et alors, donc, à la fois, il m'a envoyé chez Lecoq quand je fais 2 ans, 67, 1965, et en même temps, il avait monté les 2 jumeaux vénitiens, où il y a 2 jeunes premiers qui se battent en duel pour la jeune fille, et je faisais un des jeunes premiers. Il y avait une deuxième version avec... on avait joué au 347 après, pendant l'hiver, l'automne et l'hiver de 66. De 66, ouais. Au théâtre 347, rue Chaptal. Il y avait Catherine Arditi qui était venue se brancher là, et son frère était venu. Je dis ça parce que vraiment, tu sais que je connais du monde dans le théâtre. Pierre Arditi, Catherine Arditi, Georges... non, je me souviens plus de son nom. Georges Tria. Voilà. Voilà. Non, Pascal, vous me soufflez des horreurs. Vous n'avez pas le droit de me souffler des horreurs. Alors, donc voilà. Donc j'ai fait le coq. Après, il y a eu un exercice physique. C'était plutôt physique. On faisait toute la classe là. Fin 67. Fin 67. Et c'était aussi fin 67. Il y avait à l'époque il faut raconter tout ça. Ce que tu veux. C'est libre. C'est libre. On a 2 jours, c'est ça? Voilà. Ouais. Bon, ça va. Je sais pas si j'arriverai à remplir, mais enfin, on va essayer. Et alors, et 2067, il y avait, enfin, à cette époque-là, il y avait ce qui s'appelait le concours des jeunes compagnies. Et le premier prix avait été remporté par Chéreau, qui commençait. Nous, on avait eu le 2e prix avec une pièce qui s'appelait Concerto pour 2 nations et une percussion. C'était beaucoup sur la guerre du Vietnam. Voilà. Et puis, on fait cet exercice et il y a un gars dans la salle qui me dit, il faudrait que tu appelles à Nanterre. Il y a une tournée qui se prépare de Adieu que la guerre est jolie. Et Adieu que la guerre est jolie, c'était une pièce mise en scène par Debauche que j'avais vue à Nanterre. À l'époque, à Nanterre, c'était un grand hangar. Il n'y avait pas la Maison de la Culture. Et c'était dans un hangar. Et c'était un truc formidable, un spectacle formidable sur la guerre de 14, à la fois tragique et comique. C'était une dame écossaise qui avait écrit cette pièce. Et voilà. Et je vais là-bas. On me dit, est-ce que vous pouvez chanter? Alors, je dis, ouais, achetez bien. Et il y a un gars qui s'appelle Christian Dante. Ça te dit quelque chose, Christian Dante? Non. Christian Dante, vraiment, il a monté une compagnie qui s'appelait le TOC, le Théâtre des Ouvrages Contemporains. Mais le TOC, vraiment, c'était pas un mot terrible. Mais quand même, après 68, il avait cette compagnie et on avait fait une création collective qui s'appelait le Mille Pattes et on était invités en 69
à Avignon par Jean Vilar, parce qu'il y avait eu 68 et Vilar s'était fait injurier, insulter et vraiment c'était abominable. Mais il avait dit mais on va ouvrir aux jeunes, on va ouvrir aux contestataires, tout ça. Donc et on était invité au théâtre des Carmes, c'est-à-dire tu vois à l'époque les Carmes. Maintenant c'est l'officiel, c'était pas du off quoi, on était dans le in. C'était une catastrophe de spectacle, c'était abominable. Bon. Mais tu l'as vécu, mais 60, parce que tu l'avais vécu, t'avais vraiment l'âge, t'es en plein dedans, quoi. T'avais 22, 23 ans, c'est ça? 24 ans. 24 ans, ouais. J'avais presque 24 ans, pas tout à fait 23 ans. Ouais. Ah, donc toi, tu l'as vraiment vécu en plein, moi, plein fouet. Moi, j'habitais à une toute petite chambre, plus petite que celle-là, hein, plus petite que celle-là. Moi, j'ai toujours habité des châteaux chambrettes vraiment minuscules. Ici, là où on est, c'est 9 mètres carrés, hein. Mais là-bas, ça devait bien faire 6 ou 7. Une toute petite chambre, mais rue Saint-Louis-en-l'Île, dans l'île Saint-Louis, à 20 mètres de Georges Moustaki, qui lui habitait un peu plus loin, en face de Bertillon, le marchand de glace, le fameux marchand de glace, tu sais. Et tu connais Bertillon? Oui. Ah oui. Oui, bien sûr. Quelle culture il a, celui-là. Bah non, mais quand t'es à Paris, il y a des trucs, c'est un peu incontournable. Ouais. Non, c'était ni un compliment, ni un reproche. Non, je sais. Et alors, je suis dans ma petite chambrette, là, on est donc au mois de mai, et j'entends des explosions, des bruits incroyables de l'autre côté de la rivière, là-bas, et j'écoute la radio et on dit oh là là, il y a des manifestations il y a les étudiants qui sont en colère, qui lancent des pavés, tout ça. Alors j'ai traversé la Seine, je suis allé à Maubert Mutualité et on lançait des pavés. Je t'assure que là maintenant, s'il fallait organiser un lancer de pavés, eh ben, avec un vrai pavé d'autrefois, comme il y avait, moi j'ai essayé, hein, parce que je suis un vrai révolutionnaire, mais 2 mètres 50 quand même, tu peux faire, tellement c'est lourd. Est-ce que tu as trouvé la plage sous le pavé? Non, à l'époque, il n'y avait pas encore sous le pavé. Oui, à l'époque, non. Quand les pavés ont été plus légers. Bon, enfin bref. Ouais, là j'ai commencé. Et alors, c'était oui, quand même. Il y avait cette idée de révolution qui n'en était pas une, mais quand même, il y avait toute cette contestation du vieux monde, de Gaulle, et tout le monde s'est quand même mis il y avait la grève générale, tout ça, tout le monde s'est mis à parler. On parlait beaucoup, c'était étonnant, tu pouvais parler à n'importe qui dans la rue. Et le dialogue s'engageait tout de suite à ce moment-là, ouais. Il y avait ça, il y avait l'espoir. Je suis devenu juif allemand, évidemment, à ce moment-là. Tu sais, tu connais l'histoire avec Cohn-Bendit, non? Oui, un petit peu. Oui. On s'était moqué de lui parce qu'il était allemand et il n'avait pas encore la double nationalité, mais il était allemand, il était juif et il y avait des journaux qui avaient dit oh mais c'est un juif allemand et tout ça. Et alors il y avait une grande manif. Ils disaient nous sommes tous des juifs allemands. Maintenant, je dois dire que je ne serais pas vraiment juif israélien, hein, je dois te le dire tout de suite. Bon, alors, voilà. Et puis l'idée, c'était la grève, quoi. Il fallait faire grève, absolument. Et il fallait faire grève en solidarité avec les étudiants, avec les ouvriers, avec tout ça. Donc moi, j'avais été engagé donc pour la saison d'en faire la tournée. Je leur avais un peu plu. Donc ils m'ont engagé pour une tournée à Madagascar. Et là, on a fait une tournée à Madagascar. Alors c'était vraiment le début du sommet, quoi, tu vois. Tout de suite en sortant de l'école, tu vois, j'ai été pris comme ça. Je pense que pour moi, c'était trop rapide et trop bien et trop beau et trop gâté, tu vois. Donc dès qu'on est revenu, on a fait la grève. Le roi se meurt. Le roi se meurt, on jouait là-bas, entre autres. Il y avait un Molière et un Regnard aussi. Mais voilà. Et puis après,
après, après, il y a eu une autre pièce là-bas à Nanterre avec Debauche, fin de carnaval, ça s'appelait de Václav Havel, tu sais, Oui, oui. ouais, avec Claude Fort, avec le cousin de Robert Rimbourg, qui était le cousin de Bourvil, qui était un acteur formidable, qui avait créé en attendant Godot de Beckett, qui était à l'origine, qui était un des premiers interprètes. C'était vraiment un acteur très, 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 très simple, très gentil, très superbe. Voilà. Après, mon père est mort et je crois que ça m'a foutu un choc bizarre, un choc auquel je m'attendais pas du tout. Pas du tout. Vraiment, tout d'un coup, il y a eu une douleur, j'ai senti une douleur, mais un sentiment de tristesse authentique, tu sais, un truc vrai. Tout d'un coup, je me dis, ah bah tiens, alors ça c'est moi, et ça c'est vrai. Par rapport à, tu sais, toute l'ambivalence que tu peux avoir dans les sentiments, tout ça. Et puis, du coup, j'ai refait encore un ou deux petits trucs, mais je me suis arrêté, faire l'acteur. Je me suis arrêté, j'ai fait des chantiers, Des petits boulots, chantiers, maçonnerie, plomberie, electricity. Oui, je me rappelle la plomberie, puisque tu m'as même dépanné un jour à la maison, Hollywood Plumber. Ah oui, longtemps après, il y avait longtemps après, il y a eu des connaissances qui m'étaient restées. C'est vrai. Et après, j'étais amoureux de Claire Accard, qui est la fille de André Accard, le décorateur théâtre. Non, ça te dit quelque chose, non? Vaguement. André Accard et Barbara Rychlowska, qui était costumière, qui était la femme d'André, et les parents de Claire et de Claude Accard. Et Claude Accard, et ça a été le décorateur du théâtre de l'Unité de Livchine de Lafont pendant des années. Voilà, on refait le lien là avec l'unité, tout ça. Voilà. Et, du coup, on va pouvoir revenir donc à l'impro, puis c'est ça qui nous intéresse aussi. Oui, au sujet qui nous intéresse. Mais moi, tu m'as demandé de raconter n'importe quoi. Moi, je raconte n'importe quoi, mon vieux. En fait, on a fait un petit, on est revenu à l'improvisation par l'intermédiaire de l'unité. Donc en 80, tu découvres ça et tu vas intégrer, tu fais partie des créateurs de la LIF. Peut-être, ou en tout cas, t'es... Bah, je suis toujours un peu là, oui. Je suis toujours là, oui. Oui, puis après, après, j'ai pas fait tous les... Après, il y a eu le Bataclan, donc... C'est ça, tu participes au Bataclan, moi je t'ai vu là-bas, oui. Ouais. Voilà. T'en fais pendant combien de temps de l'impro après? Tu restes un moment quand même? Oh non, récemment, tu dis? Non, Oui, dans la continuité. Je me suis... quand est-ce que je me suis arrêté? Je me suis arrêté après. À un moment donné, Rufus est rentré dans le jeu des matchs d'improvisation. On était dans la même équipe. Et je crois que c'est un peu après que je me suis arrêté, mais je saurais pas dire l'année. Je saurais pas dire l'année quelle année, non. Quand tu découvres, toi, parce que tu dis que tu as fait de l'impro avec Lecoq, etc. Quand tu découvres le match, c'est quoi le premier truc que tu ressens? Ça t'allume? Tu trouves pas... non, ça, je crois que... Ah non, je crois que ça me terrifie. Hein. Ouais? Ah ouais. Ah ouais, ça me terrifie. Moi, chez Lecoq, les improvisations de Lecoq, il y avait la trame au départ. Tu sais, on disait... voilà, Harlequin, il est devant un banquet, et c'est un jour d'enterrement, mais il y a le moment du banquet, alors il pleure, et puis en même temps il rigole, et puis il a faim, puis il mange, et donc il y avait une trame. Ouais, et puis, une situation, etc. Ouais, voilà. Alors que dans les matchs... t'as un thème, basta, quoi. T'as un thème, basta. Et une vague idée de départ. Et t'as un coach qui a des très bonnes idées ou qui n'a pas du tout d'idées. T'étais dans quelle équipe, toi? Tu te rappelles? La toute première, il y avait de Lafont, Jacques. Et comment elle s'appelle? Je me souviens plus, c'est affreux. Séverine Denis, tu vois. Ah oui, peut-être bien, ouais. Ah non, peut-être, non, pas tout de suite, Séverine. Mais c'est qui ton coach?
Tu te rappelles? Parce Bah, qu'il je y en avait crois pas beaucoup. Il y avait Lopez, Gallio, Après. Javot peut-être. Après, 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 Lopez et Gallio sont venus après. Je crois que c'était Jacques qui était peut-être Ah, peut-être, le oui. coach là, à ce moment-là, ce tout premier match. Oui, tu parles du premier match, d'accord. Oui. Après, j'ai eu ta prof dont tu as parlé tout à l'heure. Anne Anne, ouais. Ruot. Anne Ruot, elle m'avait engagé dans son Ah, équipe. t'es dans les J'ai jaunes. eu Alors. Jean-Daniel Laval comme coach. Ouais, voilà. Une fois, quand Rufus était dans l'équipe, j'ai eu Éric Métayer. Et là, vraiment, je crois que ça a été le meilleur coach de tous. Je sais pas ce qui se passait. Il m'avait donné des indications formidables, très concrètes. Et donc, l'impro, c'est ça. Pour moi, ça a été ça. Ça a été la plongée dans le vide avec rien du tout, avec que le vide. Et donc les chaussures, les chaussons, ou alors ces moments extraordinaires où le temps s'arrête, il y a plus une notion de temps, et t'as l'impression que je sais pas, que c'est un peu comme une dope. Tout d'un coup, il y a plus de douleur, c'est tranquille, les idées arrivent, les gestes arrivent, la parole arrive, les mouvements, tout est là. Et là, c'est exceptionnel. Mais je l'ai pas ressenti souvent, ça. Il y en a que 2 ou 3, je me souviens de ça, ouais. Quel type d'improvisateur t'étais, toi, tu penses? Oh Un ben, constructeur? hein? Plutôt un constructeur? Ah non, non, non. Non, non. Non, Non? non, non, non. Non, plutôt un solitaire, un grand solitaire, ouais. Un solitaire. D'ailleurs, on m'envoyait toujours que dans les improvisations comparées, et si possible, avec Beckett comme style. Un peu en solo, ouais, puis voilà. Ouais, non, Et pourquoi alors justement, c'est la façon dont on fonctionnait, ton imaginaire. Si tu préfères, t'avais l'impression que si t'étais tout seul, tu maîtrisais tout, tu pouvais construire. oui. Et c'était plus difficile de jouer avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais. Oui, non, je suis pas un bon partenaire, moi. Je suis pas un bon partenaire. D'ailleurs, je vis tout seul, je m'habille tout seul, je mange tout seul, je vais au cinéma tout seul, Et, et au théâtre tout seul. à quoi c'était dû alors ça, de ce que tu penses alors le C'est- fait que t'avais du mal à jouer Ah avec oui, quelqu'un d'autre. Écoute, je sais pas. Non. Ça doit être un hyper-narcissisme, comme on dit scientifiquement, doublé d'une grande paranoïa, comme on dit scientifiquement aussi, avec un égoïsme forcené, comme on dit couramment. Ouais, comme pas mal d'acteurs en fait. Hein? Comme pas mal d'acteurs. Comme pas mal d'acteurs. Oui. Il y a un jour, il y a une vieille actrice qui m'a dit ça. Un jour, elle m'a dit tu devrais jouer avec d'autres. Quand j'avais commencé à faire des spectacles tout seul, la saison en enfer, c'était tout seul. Au Québec, tu savais, ils avaient eu, je crois que je t'ai raconté l'autre jour, ils avaient eu une idée formidable quand ils m'avaient invité donc là-bas en 95 pour jouer la saison en enfer. Ils m'avaient rien dit, mais quand je suis arrivé, l'affiche c'était 50 plus 1. C'est-à-dire, eux, ils faisaient, les acteurs québécois, ils faisaient avec 50 acteurs sur scène, à 7h, 6h30, 7h, et ils jouaient pendant 1 heure, et ils faisaient 50 scènes, il y en a qui duraient 10 secondes, il y en a qui duraient 1 minute, il y en a qui duraient 3 minutes ou 20 secondes, tu sais. Et après ça, moi, je jouais une saison en enfer. Tu étais le plus 1, toi. J'étais le plus 1. Oh, j'avais été reçu d'une manière formidable. Ah oui, comme un... T'as fait le mondial là-bas aussi? Non. Non, t'étais jamais allé faire le mondial? Non, parce que j'ai jamais été très bon. Moi, j'ai été bon dans certaines impros comme ça, mais j'ai jamais... Dans l'ensemble, moi, mon grand défaut, mon grand regret ou ma grande catastrophe, c'est jamais été passionné vraiment par rien, quoi.
Non, mais il faut le dire maintenant, il faut que les jeunes le sachent, quoi. T'as fait quand même une carrière incroyable. Alors, on va parler un petit peu, non, un petit peu quand même. Moi, il a rien foutu. Ah, écoute, j'ai quand même en face de moi quelqu'un qui a joué avec, qui a tourné avec Polanski, avec Johnny Depp. Ah ouais, ah ouais. C'est quand même le seul mec que je connais qui a fait 2 films de pirates à 20 ans d'intervalle. T'as fait le pirate de Polanski. Ouais. Voilà. Et après, tu joues un autre pirate dans le Pirates des Caraïbes 2 avec Johnny Depp. C'est quand même une super expérience. Mis en scène par Gore Verbinski. Et il y avait aussi dedans Keira Knightley. Je crois que c'est son vrai nom. Oui, c'est ça. Keira Knightley, qui m'a impressionné beaucoup. Elle m'a impressionné. Les acteurs anglo-saxons m'ont impressionné énormément. Kate Blanchett et tout ça. Oui, alors justement, comment tu te retrouves, parce que tu as joué avec Kate Blanchett au théâtre, comment tu te retrouves, tu me dis que tu avais un agent à Londres et tout, comment tu te retrouves à balancer là-dedans Eh ben, j'ai eu plusieurs agents à Londres et je sais pas si c'était... Tu sais, il y a un dicton qui dit, les acteurs ils disent, changer d'agent, c'est changer de transat quand le bateau coule. Tu connais? Non. Et c'est assez vrai. Oui, c'est ça. Oui. C'est assez vrai. Tu te dis, est-ce que ça sert vraiment à grand-chose? Et alors, non, mais et c'est le fait d'avoir joué avec Polanski, donc en 85, c'était 85, le tournage 84-85 de Pirates, et après, j'avais un agent à ce moment-là qui me faisait faire des castings, et puis il y a des Anglais qui sont venus pour un casting, et ils m'ont engagé pour une série qui s'appelait Flood Tide. Flood Tide, c'est la marée, ça veut dire la marée, et c'était sur le sujet de la montée de la drogue en Angleterre, et donc j'étais un trafiquant de drogue. Très bon, très bon. On en a vendu. Mais enfin, ça se termine toujours mal, tu sais. Mais quand même, il y a eu un deuxième épisode après. Ils m'ont réengagé encore pour le deuxième épisode. Voilà. Et du coup, j'ai eu un agent anglais et des agents anglais, voilà. Et après, je faisais des allers-retours pour les castings. Et puis un jour, il y a eu un casting vraiment très formidable, parce que les castings souvent c'est assez difficile, tu sais, la plupart ils ont jamais vu d'acteurs, ils sont jamais allés au théâtre, ils savent pas trop ce que c'est, ils viennent de la pub, hein, tu vois, enfin je vais pas casser trop de sucre, mais moi je suis de l'école de Margot Capelier qui était la seule directrice de casting à l'époque, tu sais, Margot Capelier. Ouais. Qui a formé Dominique Besnéard après. Voilà. Mais bon, les Anglais, quand même, les castings sont différents. Et là, alors c'est un casting, on me donne le texte, un texte assez court, mais et il y a quelqu'un derrière le caméscope, il y a la directrice de casting qui est là, il y a des gens qui sont sur un canapé là-bas, on me présente, je vais serrer la main des gens qui sont sur le canapé, mais je sais pas qui c'est, je retiens pas les noms, je fais le truc, je fais la scène, et puis j'entends des directives là-bas qui viennent du canapé. Et puis c'est des directives drôlement précises. Oui, précises et intelligentes. Et vraiment, alors j'y vais, voilà. Bon, voilà. Puis on attend des mois, et ça a marché. Et en fait, quand je suis arrivé le premier jour là-bas à Hollywood, sur le bateau dans le studio, le bateau de Pirates des Caraïbes, il y a un gars qui me donne des indications, et je le regarde, je sais pas qui c'est, et il me fait référence au casting. C'était le metteur en scène qui, lui, faisait le casting à Londres, tu vois, qui était venu à Londres pour faire le casting. Gore Verbinski, okay. Qui m'a engagé un petit français. C'était beaucoup parce que j'avais l'accent français. Mon anglais est pas trop mauvais. When I speak, but en fait, j'aurais dû parler beaucoup plus comme Maurice Chevalier, alors que j'ai toujours essayé d'avoir un very good accent. But I think it was a mistake. I should have speak like this, you know. But you know, c'est part of... comme une caricature de Français qui speak English. Yes, but they adore ça. Et enfin bref, j'ai été engagé. Ils trouvent ça cute. oui, c'est vrai, oui.
Et voilà, mais tu sais, j'ai tourné 3 jours, hein. Oui. Non, mais. J'ai tourné 3 jours. Non, mais mais quand même, voilà, c'est Polanski, c'est Pirate. Enfin, non, là, on parle de Verbinski, mais. T'as joué aussi au théâtre, avec Cate Blanchett à Londres. Oui, donc, oui. Là, t'étais en anglais, là. Oui. Il fallait parler un peu mieux, quoi, même. Oui. Maîtriser Non, un mais minimum. mon anglais était pas mauvais, mon anglais. Oui, non, je me débrouille à Londres. Je comprends, je peux parler. Ouais. Mais ben là, c'était un casting aussi. Comment il s'appelait le metteur en scène? J'ai oublié. Et alors, je vais à Londres pour ce casting, la lecture de la scène. C'était juste une scène d'une pièce qui s'appelait Plenty. C'est une Plenty qui a été un film après. Ils ont fait un film avec Meryl Streep. Ah oui, ça me parle, oui. Plenty. Et c'est l'histoire d'une... Je peux raconter tout ça? Oui, bien sûr, oui. C'est l'histoire ça se passe pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'une courier, c'est-à-dire un agent secret, un agent qui fait le lien entre avec les gouvernements et l'armée et la résistance en France, tu vois. Donc, c'est une jeune femme qui arrive, elle a 17 ans, je crois, quelque chose comme ça. Elle est jeune, elle a 17 ans, et elle débarque en France. Et donc, elle participe au lien avec la résistance. Et là, elle tombe amoureuse pour la première fois d'un homme. C'est sa première aventure amoureuse. Et elle passe 2 ans absolument extraordinaires comme les gens aiment beaucoup la guerre pour il faut montrer du courage, on a du courage, de la peur, on est héroïque, tout ça. Alors il y a tout ce mélange, et pour elle il y avait ce mélange et l'amour d'un homme. C'est tiré d'une histoire vraie, c'est ça? Oui. Et c'est une pièce de David Hare. Le lièvre, ça veut dire Hare. Mais pas l'improvisateur. Hein. Oui, pas l'improvisateur. Très bon, excellent. Bien sûr, Philippe Lelièvre, oui, on le salue. Il est Philippe. un très bon improvisateur. Ouais. Et voilà. Et arrive la fin de la guerre, elle est dans les milieux, elle est dans la high society, tu sais. Donc, elle est mariée avec un ambassadeur, et elle plonge dans l'alcool, dans la drogue et tout ça. Elle ne pense qu'à un truc, c'est à ces 2 ans, cette période de 2 ans qu'elle a vécue en France et qui était extraordinaire pour elle, quoi. Elle pense qu'à ça, et elle pense à retrouver cet amoureux-là. Et finalement, elle arrive à le retrouver 20 ans après, à 20 ans de déglingue et de tristesse et de déprime après. Et il se retrouve dans une chambre d'hôtel sinistre à Blackpool, dans une ville minière noire, sombre, dans une espèce de lit d'hôtel de camp, tu sais. La scène est comme ça, un peu en avant-scène, le rideau est tiré derrière. Et c'est l'avant-dernière scène de la pièce. Et tout d'un coup, le rideau se lève, mais comme ça, alors ça, ils sont incroyablement forts pour les changements de décor rapides comme ça. Le rideau se lève, et il y a un champ de blé avec des vrais épis de blé, tu sais, plantés comme ça, sur un espèce de petit monticule, comme ça. En haut du monticule, il y a Cate Blanchett qui est là en jeune femme rayonnante et jeune. Et puis, il y a un vieux paysan français qui est en bas de la colline et qui dit qui monte le truc et puis qui parle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Et c'est un flashback tout d'un coup de la fin de la guerre de 39-45 et c'est le jour de la libération. C'est le jour de la libération. Donc, elle apprend que c'est la fin, que c'est le jour de la libération. Donc, elle est joyeuse et elle est là dans la campagne française. Et lui, il y a le paysan qui lui offre de venir manger une soupe dans sa ferme. Voilà. Et la pièce s'arrête là. Voilà. Ah, ok. Ouais, c'était ça. Expérience. Ah oui. Ben oui, parce que c'était dans le Theatreland, tu sais, c'est-à-dire le territoire du théâtre là-bas à Londres, dans le centre de Londres. À l'époque, le théâtre a changé de nom maintenant, c'était Albury Theatre. Ouais.
Et voilà, et je reste, et on devait jouer de fin février à quelque chose comme ça à fin juin, et finalement, ça a été prolongé d'1 mois. On a joué jusqu'à fin juillet, je suis resté 5 mois là-bas, ouais, à London. Super expérience. Ouais, Pour revenir un petit peu à l'improvisation, donc tu dis, t'arrêtes à un moment donné. ouais. Voilà. Pourquoi t'arrêtes Ah, Tu penses avoir fait le tour, t'en as marre c'est quoi tu veux dire dans les années 70, là, Oui, après quand la tu mort de dis, mon père? oui, non, non, quand t'intègres Ah, la LIF, tout ça, à un oui, moment donné, tu arrêtes. j'arrête l'improvisation. Ouais, Oui, mais parce que je me sentais pas assez passionné et c'est ça. pas assez dans le coup, quoi. Tu vois, pas assez dans le coup. Euh, je, je voyais des limites, moi. Je voyais des limites à l'improvisation. Je voyais, en tout cas pour moi, je voyais des limites et non, moi, des gars comme Eric Métayer, Christian Siniger, mais vraiment, tu pouvais les mettre tous les jours sur une scène avec un thème et ils faisaient des choses vraiment valables, enfin formidables, mais avec une incroyable facilité que j'ai jamais eue, moi, que j'avais pas. J'avais pas cette rapidité là, cette souplesse là. Donc après, après quand même, comme c'était un spectacle payant, il fallait il fallait des résultats. Fallait pas sans arrêt dire oh ben non, moi j'ai pas d'idée, non, ça, oh non, allez-y, faites des trucs qui étaient un peu plutôt mon genre, tu comprends? Tu vois? Donc voilà. Non, j'avais pas cette Je rapidité comprends, ouais. et cette invention sur le moment, comme ça, j'avais pas ça. T'as rencontré plein de gens, t'as quand même gardé des amitiés Bah, autour des gens que t'as rencontrés à cette période-là. ouais, bah toute cette bande là, à l'époque, on se voyait un peu avec Christian, avec Galliot, avec Thomas, Eric, ouais. Elric Thomas, ouais. Euh, Ouais, mais non, mais tu sais, non, j'ai toujours été un peu très solitaire, moi. Avec Rufus, ça a été le premier contact avec Rufus, et, et Rufus m'aimait beaucoup comme improvisateur. Il m'a même cité dans un de ses bouquins, mais il y a vraiment un improvisateur formidable, c'est Georges Tria. Incroyable, incroyable. Et donc, avec Rufus, après, on a fait des lectures à Avignon, et il avait organisé des lectures à Avignon, pour France Culture. Et les dernières tentatives qu'on a faites, c'était de monter en attendant Godot. Alors, où lui, voilà. Je l'avais vu moi à l'atelier Ah ouais, ouais, avec George Wilson. ah ouais, ah ouais. Ouais. Non, je n'avais pas vu ça. Non, j'avais vu fin de partie avec lui et Bouquet, Michel Bouquet, c'est à Ah bah l'atelier. Michel Bouquet aussi jouait dans Godot. Ah oui, ah oui. Ouais, il faisait Lucky, je crois. Ah ouais, ouais. Ouais. Non, et Rufus, ouais, et après, ben, on avait voulu organiser, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu... Ça s'est pas fait, il y avait pas de production, on n'avait pas de théâtre, donc arriver à joindre tu vois, ce que tous les acteurs acceptent de répéter sans travailler, sans être Sans être payés, payé, ouais. et sans date, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, enfin, ça marche pas, quoi. Mm. À vrai dire, ça marche pas. Euh, T'as travaillé aussi au théâtre de la Tempête. Ça c'était Phénoménal Football. J'avais noté ça. C'est avec Liv Shin. Oui, C'est oui. ça. Mais alors là, c'est là où, quand j'étais avec Claire à C'est Car, ça. Ok. c'est son frère Claude qui a dit, mais il faut qu'il refasse acteur. Il m'avait vu, Claude, je sais pas, il m'aimait bien aussi comme acteur. Il trouvait qu'il fallait que je refasse de l'acteur. Donc, et il avait dit, il y a une troupe, là, le théâtre de l'unité, tu devrais aller les voir. Donc, ils m'ont engagé et on a fait une création collective, là aussi, c'était encore la mode, les créations collectives sur le football, sur l'horreur du football et l'argent du football et comment on pousse les joueurs
à se droguer pour être même blessé à mort, pour être, tu vois, avec une bonne seringue, t'arriveras quand même à jouer. Il y avait tout, tu vois, il y avait cet espoir qu'on pouvait renverser le football, quoi. Tu comprends? Ah, donc là, ça te relance dans le milieu Ouais. théâtral. Ça me relance dans le milieu théâtral. Oui, et là, après, il y a la rencontre avec Jean-Gabriel Nordman qui monte une pièce là-bas au Théâtre Mouffetard qui s'appelle... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'était l'histoire du forcené de Cestas. Forcené de Cestas. C'est une Américaine qui était passée là en France à ce moment-là et qui avait suivi l'actualité d'un gars qui avait 2 enfants et dont la femme était très dingote. Et lui, c'est lui qui s'occupait des enfants et la mère, pas du tout. Mais la justice disait, ah non, les enfants, c'est la mère qui s'en occupe, c'est pas le père. Et lui, il disait, oui, mais moi, ils sont avec moi, c'est moi qui m'en occupe. Ah non, monsieur, vous devez rendre les enfants à la mère. Et la mère, elle s'en foutait. Mais la justice, non. Donc, il était à Cestas, c'est une petite ville ou un endroit dans la Vendée, là-bas. Et il a une maison dans la forêt. Et il est là avec ses 2 enfants et son chien. Et petit à petit, il est entouré par les forces de police. Le forcené. Sa maison est entourée par la police. Et il écoute la radio. Et à la radio, on dit, il y a un gars qui est là-bas, c'est un forcené, il est armé. On parle de lui. Hein? On parle de lui. On parle de lui. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu vois? Il dit, mais moi, attention, mais on va pas m'emmerder, tu vois? Et il a peur, en fait, il a peur. Et il tue ses 2 enfants, son chien et lui. Tu vois? Voilà. Oh. Et voilà. Et là, donc, il y a une Américaine qui a fait une pièce là-dessus. Et donc, moi, je jouais, le forcené. Ce forcené. Ouais. Et alors là, du coup, il y a la bande à Wenzel, Jean-Paul Wenzel, qui est venu voir la pièce, Claudine Fievé, qui m'a présenté à Wenzel. Et puis là, j'étais engagé avec Wenzel pour une pièce à jouer au Petit Odéon. Et voilà. Donc ça s'est enchaîné. Oui, ça s'est enchaîné ensuite. Ouais, ça s'est enchaîné ensuite. Après, dans les choses principales, il y a eu la rencontre avec Bénichou, avec Maurice Bénichou, qui était un des acteurs favoris de Peter Brook, et Bénichou qui était arrivé qui était dans la même pension que moi à Lyon. Le pensionnat, moi j'étais dans un pensionnat à 7-8 ans à Lyon, à l'Institut Notre-Dame des Minimes là-bas, et Maurice, mais Maurice, je le connaissais pas à ce moment-là, mais je suis seulement après qu'il avait été mais c'était une pension où il y avait, moi j'étais dans les petites classes, et dans les grandes classes, qui organisaient à la fin la fête de fin d'année, Marcel Maréchal. Les premières pièces que j'ai vues, c'était là-haut quand j'étais petit, et après Maréchal est descendu rue des Marronniers, qui était un petit théâtre de 100 places, qui était dirigé par Planchon, qui était parti à Villeurbanne, là-bas, et Maréchal avait pris la place. C'est là où j'ai vu mes premières pièces de théâtre, quoi, avec Beckett, Rorschach, une pièce qui s'appelait Devant la porte de Rorschach. Voilà, mon vieux, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Ouais, il y a aussi un truc sur lequel j'aurais aimé que tu me parles, parce que c'est un spectacle que j'ai vu, que tu avais fait en appartement, quand tu avais joué notamment chez Cécile, là. Un seul en scène, parce que tu aimais bien être seul, là. Ben oui, après il est tombé. Comment ça s'appelait déjà, ça? Chanson parlée. Ouais. Chanson parlée. Ah oui. Non mais attends, parce que oui, enfin Bénichou, il m'a emmené à Donjon, dans Donjon où je faisais le pauvre au Bouffe du Nord, c'est-à-dire dans le lieu de mon idole de théâtre à l'époque, Peter Brook. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Et après j'ai rejoué. Après j'ai joué avec
Jean-Marie Villégier, qui est mort il y a pas très longtemps. Et dans une pièce, Jean-Marie Villégier, c'était un grand connaisseur des Alexandrins. Et il avait voulu monter une pièce d'un gars qui s'appelait Méret, Jean Méret, qui arrive qui est à la même époque que Corneille, qui est joué tous les jours, Méret. Et Corneille lui dit, ah ben tu sais, Corneille n'était pas connu à l'époque. Et Corneille lui dit, ah tu sais, il y a un truc qui vient de sortir là, pour le théâtre, pour la construction des pièces, c'est la règle des 3 unités, tu sais. Et moi, je vais écrire des pièces avec la règle des 3 unités. Et Marie, il a dit, oh mais non, moi, je continue à écrire où il n'y a pas de notion ni d'action, de lieu, de temps, et tu vois, il y a pas ces 3 unités-là. Voilà. Et donc, Méret a été complètement oublié. La Comédie Française a juré qu'il remonterait toujours Méret, mais il n'a jamais été remonté. Et Villégier, Jean-Marie Villégier, s'est dit, on va monter un Méret, les galanteries du duc d'Aussonne, où là aussi j'ai fait la connaissance de Maria de Medeiros quand même. Ah oui. Ah oui, c'était ma femme. Ah, bon, elle est partie comme toutes les autres, mais enfin bon, c'était ma femme. Et, oui, non, il faut quand même que je mette un peu de confiture dans mon échec. Moi, de ce que j'entends, t'as croisé des gens qui sont des légendes du théâtre. Quand tu parles de Planchon, tu me parles peut-être de Brou, des gens comme ça. Voilà, si, c'est quand même... Non, Planchon, je l'ai pas connu. Maréchal, oui, mais Maréchal, pas Planchon. Aussi, Maréchal, voilà, Bénichou, Bénichou, voilà, c'est quand même... mais quand t'es dans le métier, t'arrives toujours à croiser. Pour tous, c'est pareil, oui. Alors, et donc après, il y a eu ça, il y a eu un peu j'ai fait la Révolution française, j'ai pris la Bastille. En 89, est-ce que tu sais où j'habitais en 89? Évidemment non. Eh ben, je vais te le dire. J'habitais 14 places de la Bastille. En 89. Et j'ai été engagé pour la Révolution française, en 2 parties, j'étais dans la première partie, où je suis sur une espèce de petite passerelle, là, où on défonce la porte de la prison. De la prison. C'était pourquoi, ça? Pour la Révolution, et l'histoire de la Révolution française, c'était en 2 parties. Les années-lumière, il y avait les années-lumière, qui était la première partie de la Révolution, c'est-à-dire qui commence un peu avant la prise de la Bastille, avec la prise de la Bastille, et puis, après, c'était les années terreur, ou c'était les années sombres, c'était l'histoire de la terreur. Qui c'est qui mettait ça en scène? Oui. Non, t'as pas d'autres questions? Question suivante. Non, ça va, un Italien, oh non, oh, c'est affreux, tu vois. Là. Non, mais c'est moi, je te pousse dans tes retranchements. Mais non, mais c'est pas ça, c'est moi. Mais moi, ça m'est égal d'étaler Moi non plus, il y a des trucs que je me rappelle pas, t'inquiète. Ouais, mais là, c'est pas normaux. Oh, non, c'est affreux. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Ouais. C'est pas Giovanni, mais c'est oh là, terrible. Bon, oui, là où il y avait une ribambelle d'acteurs. Comédiens, ouais. Il y avait Stévenin, le roi, c'était Jean-François Balmer, qui faisait Louis XVI. Mais c'est un film que j'ai bien aimé. Et moi, je faisais une sorte de révolutionnaire qui poussait tout le monde à être violent, à faire la révolution. Et un peu dans le genre pirate, tu vois. Ouais. Je suis plus tendre qu'un agneau. Et tu vois ce qu'on me fait faire? Non, si c'est pas malheureux, hein. Si c'est pas malheureux de voir ça. Et voilà. Après, il y a eu encore une pièce avec Maurice Bénichou. Et après, je me suis dit, c'était quand même tu vois, au Cinoche, c'était plutôt des petits rôles, des trucs, des passages. Au Cinoche, j'ai toujours fait que des passages. Avec des gens prestigieux, mais des passages. Et je me suis dit, j'avais fait des stages avec Ludwig Flaschen, qui était le cofondateur du théâtre de Wrocław en Pologne, avec Grotowski, tu sais. Et
Oui, Oui, parce que tu noches pas de la, tu Non, noches non, pas mais de la tête. je t'écoute. Grotowski, Grotowski. Jerzy Grotowski. J'avais fait des stages où il y a un engagement du corps pour faire sortir la voix avec beaucoup de sens. Ça a toujours beaucoup de sens, et beaucoup de corps et beaucoup de sens. Et je me dis, il faut quand même que je mette en application ça, mais après, il y a personne qui applique cette façon de jouer. À l'époque, enfin, en tout cas, il n'y en avait pas. Et donc, je me suis dit, comme Rimbaud me poursuit depuis très longtemps, m'a poursuivi depuis très longtemps, d'ailleurs me poursuit encore. Non, je vais pas te dire un poème de Rimbaud que je viens de travailler quand même. Hein? Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang et de braise et 1000 meurtres et les longs cris de rage, sanglots de tout enfer renversant tout ordre, et l'aquilon encore sur les débris, et toute vengeance? Rien. Mais si, tout encore nous la voulons. Industriels, princes, sénat, abats, puissance, justice, histoire. Ça nous est dû. Le sang, la flamme d'or. Ça continue après, mais c'est un peu long pour l'interview. Si on avait eu 2 jours, oui. Rimbaud, mais non, mais après tout ce qu'il raconte, mais c'est, tu vois, après il y a une strophe qui dit Europe, Asie, Amérique, disparaissez. Notre marche vengeresse à tout occuper. Notre marche vengeresse à tout occuper. Cités et campagnes. Nous serons écrasés. Les volcans sauteront. L'océan frappé. Ah non, mais il est d'une actualité absolument... Il a écrit ça au moment de la Commune, tu sais. Il avait vu la guerre de 70, tous les massacres de la guerre de 70, et puis les massacres de la Commune. Ah là, ce poème, c'est une merveille, une merveille de lucidité incroyable. Donc Rimbaud, la saison en enfer. Alors, je me suis dit, la saison en enfer, ça dure 1h20, donc ça peut faire un spectacle. Bon, c'est du costaud, c'est du sérieux, c'est pas un spectacle comique, mais quand même, et je savais que, je m'étais toujours dit que l'instrument de l'acteur se met en route face avec des textes forts. Bon, alors, une saison d'enfer, c'est pas écrit pour le théâtre, mais ce sont des textes, c'est un texte très fort. Donc, je veux dire, je vais me confronter à ça, on va voir. Bon, je l'ai joué 200 fois, c'était bien. Je l'ai joué 200 fois. Et après coup, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je me suis dit, donc là, qu'est-ce que tu connais? Je me suis dit, qu'est-ce que tu connais comme histoire à raconter? Et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais surtout des chansons, plus que des poèmes et plus que des rôles de théâtre, tu vois. C'était des chansons. Mais comme je suis pas chanteur, je me suis dit, je vais dire les paroles des chansons. Les chansons qui racontent des histoires, comme les chansons de Brassens, les chansons de Trenet, les chansons de Bobby Lapointe, et tu vois, et des vieilles chansons, des très vieilles chansons d'autrefois, le tueur affamé, le grand Totor, Correc irrégulier, tout ça, tu vois. Alors j'ai fait ça. J'ai fait ça en me disant aussi, à l'époque, dans les années 60, 50, 60, les acteurs disaient la vraie école de théâtre, c'est le cabaret. Alors, les chansons, c'était plutôt un style cabaret, et j'ai commencé à le faire dans des bistrots. Puisque les cabarets étaient finis depuis longtemps, j'ai commencé à faire dans les bistrots. Dans les bistrots, voilà. Les bistrots, c'est très dur, c'est aussi dur que le cabaret, sinon peut-être plus. Mais c'est une sacrée école. Et puis après coup, y a eu ça. Après, j'ai monté un Beckett, la dernière bande. Après, j'ai monté un spectacle qui s'appelait Pourquoi la guerre? Gna gna gna. Et puis, petit à petit, il y avait plus rien qui se passait.
Comme je suis monstrueux, on m'a plus engagé. Donc, je suis devenu petit vieux en 2008. J'ai pris ma retraite. J'ai eu ma retraite. Je sais pas comment. C'était vraiment une bonne femme, une dame à la sécurité sociale qui m'a dit, mais il faudrait vous occuper de votre retraite, monsieur Tréhard. Si vous la prenez maintenant, vous aurez 600 € par mois. Si vous attendez encore 2-3 ans, vous aurez 1200 € par mois. Oh bon, mais je vais attendre un peu. Alors, je suis devenu chauffeur de limousine. J'ai rencontré alors là, pour le coup, j'ai rencontré des gens formidables. Tu vois, ambassadeur du Guatemala, un chanteur d'opéra. Un jour, j'ai cherché une dame à Roissy, là-bas. Et elle me dit, ah oui, non, moi, je suis venu en France. Elle arrivait de Nueva York, un truc comme ça. Je suis venu en France parce que je m'occupe du ténor, d'un ténor qui est à l'Opéra Bastille, là. Voilà, je m'occupe le lendemain, je vais la chercher encore, c'est encore moi qui vais la conduire, et on va à l'Opéra Bastille. Et pendant le trajet, elle me dit, ça vous dirait de voir une partie de l'opéra? Ah oui, oui, madame. Bon, attendez-moi devant l'opéra, et je vais chercher les billets, je reviens vous le donner, et puis après vous me rejoindrez dans le théâtre. C'est ce qu'on fait, je me retrouve au 12e rang, en plein centre, 12e rang, à côté d'elle, tu vois, pour les contes d'Hoffmann, d'Offenbach. Alors, c'était extraordinaire, hein, des décors absolument incroyables, et le ténor, un athlète incroyable. Et alors, à l'entracte, elle me dit, bon, est-ce que vous pouvez aller mettre un billet à la conciergerie, parce que je voudrais pas aller l'attendre à la sortie des artistes parce qu'il va y avoir plein de femmes, de fans et je veux pas voir ça. Donc, vous lui dites on ira le rechercher à son hôtel. Et si vous voulez rester pour la deuxième partie, vous pouvez. Alors, je suis resté. Oh, c'était magnifique, voilà. Enfin, là, j'ai fait ça. Et après, je me suis chopé tous mes machins qu'il fallait pour être petit vieux, à la retraite. Et là, je me suis dit, je pars en voyage. Et il y avait un copain qui m'avait dit, si tu vas à l'étranger, si tu pars en voyage longtemps comme ça, il vaut mieux aller dans un petit pays plutôt que dans un grand. Donc, l'histoire du Vietnam, c'était une histoire forte pour ma génération, pour moi. J'avais 10 ans en 54 et 54. Monsieur Pascal, c'est quelle année? Qu'est-ce qui s'est passé au Vietnam en 54? Oh, il y avait Dien Bien Phu, monsieur. Dien Bien Phu. Et tu pars au Vietnam alors? Ouais. Et alors, tu sais, non, mais je veux dire, il y avait à la fois les Paris Match, les photos de Dien Bien Phu, de la guerre du Vietnam, quand j'étais petit, à 10 ans. Et puis après, à Paris, il y a eu toutes les manifs contre la guerre, US Go Home et tout. Et après, en 71, j'étais amoureux d'une américaine et j'avais passé un mois à New York, là-bas, où je voyais la télévision que j'avais jamais eue ici en France et où il y avait plein d'émissions sur le Vietnam, tu vois. Donc, des tas de trucs, des tas d'images que j'avais jamais vues. Les tas d'images d'horreur. Mais la principale image que j'avais vue à ce moment-là, c'était sur une scène très large et il y avait 25 bonhommes derrière une table. Ils étaient tous accoudés à une table et ils avaient les cheveux longs et c'était tous des anciens ils revenaient du Vietnam, tu vois, des soldats qui revenaient du Vietnam et qui disaient il faut pas la faire, il faut arrêter. Ils étaient déglingués comme c'est pas possible, quoi. Déglingués à mort. Ça m'a impressionné beaucoup. Et ça, les traumatismes de guerre, tu sais, les soldats, ils tiennent pas le coup, c'est interdit de tuer. Et ils disent, oh, bah si, on va les tuer quand même un peu, puis après, ils sont mal. Et là, mais les humains adorent tuer. Là, alors, le Bataclan par rapport au Bataclan, tu vois, quand même, quand il y a eu les attentats du Bataclan, moi, je disais, ouais, mais le Bataclan, moi, j'ai fait le Bataclan, j'y étais au Bataclan. On est mort, on a tué, on a assassiné, mais après, on se relevait. Maintenant, on se relève, ils se sont même pas relevés après les attentats. Ils sont vraiment morts, c'est nul.
Non, tu vas pas censurer, hein? Hein? Tu vas me censurer? Non. Et ça y est, on arrête? On a plus d'une heure, ouais, on va arrêter, ouais. En tout cas, on va faire quand même une fin. Parce qu'on va quand même reboucler sur le... Vas-y, non, sur toi. Qu'est-ce que... Donc là, est-ce que tu as une actualité en ce moment ou ça t'a vraiment tout arrêté ou à la fin de mon voyage en Orient extrême, j'ai passé 5-6 mois en Chine à pratiquer Tai Chi et Qigong dans une école de Tai Chi et Qigong et Kung Fu. Et ça m'a réveillé le corps. Ça m'a à la fois réveillé le corps, donc envie de jouer. Et aussi, bon, j'avais pas de projets spéciaux à rester là-bas, ni en Chine, ni au Vietnam, ni en Indonésie, ni au Japon, où je suis allé partout là-bas, ni au Cambodge, ni au Laos. Et donc j'ai voulu revenir, mais aussi c'était pour voir mon fils aussi que j'avais pas vu, qui était venu avec moi là-bas faire passer son bac là-bas au Vietnam, et il était reparti. Moi j'étais resté là-bas, donc j'avais envie de le revoir. Et du coup, comme j'aimais bien travailler en Angleterre, je suis d'abord allé à Londres, et après je suis resté 9 mois là-bas. Et il a fallu revenir à Paris pour des histoires de famille. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, je suis resté à Paris avec l'idée que j'allais reprendre l'acteur, tu vois. Mais si tu pars une semaine, même maintenant, si tu pars une semaine de Paris, on dit, oh ben non, mais il est pas là. On t'a oublié. On t'a oublié vite fait, ouais. Donc, comme je suis parti presque une dizaine d'années, on m'avait beaucoup oublié. Donc après, pour tu vois, dire à nouveau, t'es par là, il y a eu 2 trucs. C'est que je me suis fait opérer d'une corde vocale aussi qui m'a interdit de parler pendant pas mal de temps. Ensuite est arrivé le Covid, et voilà. Donc mes projets de reprendre le spectacle de chansons que tu avais vu chez Sissi la Dame, ça a été difficile, quoi, parce que pendant le Covid, on pouvait plus jouer. Après, il y a eu, voilà. Donc, je suis à la traîne, et mon projet, poussé par le maître queux, Yvan Garouel, je dis maître queux, pas parce que c'est un obsédé sexuel, non, mais parce que c'est un cuisinier phénoménal. Vraiment, je vous recommande son restaurant. Il est plus qu'étoilé, quoi. C'est un très très bon cuisinier. Et lui, il me dit, écoute, voilà ce qui se passe. Alors, on en reparlera après. Hors antenne, comme on dit. J'ai horreur de ça. C'est les chansons, donc les chansons parlées. Yvan me dit, fais-les sur YouTube ou TikTok ou tous ces trucs-là. Tu en fais une. Et tu en filmes une et tu le mets sur YouTube et TikTok. Et tu verras, ça va marcher, super. Voilà. Donc j'en suis là à me dire, je vais faire des chansons sur YouTube et TikTok. Donc je connais un gars qui est au Québec en ce moment, mais enfin il est un peu de passage à Paris. Il pourra peut-être te donner 2-3 conseils. Ouais, Pascal Laurent. Oh mais ouais, il est en face de moi. Ah ouais, j'aimerais bien parce que c'est pas simple. Parce que là, on est enregistré avec vraiment une qualité de matériel formidable, et je pense que c'est très important que ce soit de très grande qualité. Tu vas sur YouTube ou TikTok. Ouais. Je suis d'accord. Si tu veux faire du son, c'est bien d'avoir un petit peu de matériel. C'est pas obligé de mettre des 1000 et des 100, franchement, et pour avoir un son correct. Puis après, c'est le contenu qui compte le plus. Hein. Tu peux avoir un bon son, mais voilà, faire un bon contenu. Je te fais confiance par rapport au contenu. J'ai aucun doute pour ça. Dis donc. Alors, on va arrêter là, mon ami. On va continuer à parler un petit peu hors antenne, comme tu disais. Non, mais je t'ai pas laissé en placer une. Hein, mais non, mais moi, c'est pas moi qui ai interviewé, c'est toi, donc j'ai pas besoin de parler, moi.
Bon, non, mais tu vois, non, ben voilà. Non, mais j'ai tout dit. Non, mais quand même, le principal, c'est que je suis arrivé mon immense succès, c'est d'être arrivé au sommet de ma conduite d'échec. Voilà. Je te remercie, Georges. On finira là-dessus. Merci, Pascal. Bien synthétisé. Merci, Pascal, d'avoir accordé tout ce temps à Georges. Avec plaisir, Georges. Merci. Au revoir. Au revoir. Il a du bobo, Léon. Il a du bobo, Léon. Il porte un bandeau, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh, bobo, Léon. D'abord, il s'appelle pas Léon. Mais je me souviens plus de son nom. Je peux tout de même pas l'appeler Hortense. Et puis ça n'a pas d'importance. Il a du bobo, Léon. Il va peut-être canner, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh, bobo, Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue. Et on l'a soigné autre part. Et il est mort.